Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Cher, j'organise notamment Agile Tour ici, et aujourd'hui je vais vous parler de Kanban. Je vais vous parler de comment moi je l'ai utilisé, et je vais vous expliquer un petit peu comment passer d'un simple tableau de tâches, un Scrum Board parfois c'est appelé, à un système complet qui va vous aider, qui va grandement vous aider, et je vais vous expliquer en quoi. Avant de commencer, j'aimerais juste savoir un petit peu quel est le niveau des personnes dans la salle. Donc je voulais savoir simplement, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui utilisent déjà un Kanban? Ah oui, il y en a pas mal. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui savent ce que c'est qu'un Kanban et qui souhaiteraient peut-être l'utiliser dans dans les prochains jours? Ok. D'accord, très bien. Et est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Kanban du tout? Ok. Alors, avant d'introduire, j'ai oublié de faire quelque chose et c'est honte à moi. J'ai oublié de mettre une page derrière avec tous les sponsors de l'événement. Je voulais simplement les remercier à nouveau parce que c'est grâce à eux qu'il y a cet événement. Et autre chose, je vais vous faire passer aussi des feuilles de papier pour savoir si vous avez des remarques sur ma présentation. Ça m'intéresserait de les avoir. Donc, ce que vous avez aimé, ce que vous auriez amélioré sur cette présentation, à la fin, si vous pouvez me les remettre, ça m'intéresserait énormément. Voilà, je vais pouvoir commencer. Donc, comme je disais, je m'appelle Jonathan Cher, je travaille pour Octo Technologies. Hier, j'étais développeur et aujourd'hui, je suis plutôt coach agile et je continue à faire du développement en parallèle. Et je voulais vous présenter Kanban parce que tout simplement, en fait, Kanban, c'est un système, c'est vraiment un super outil. C'est un super outil qui, notamment, vous permet d'améliorer votre process et qui fait ça assez naturellement. En fait, je reprends les mots de notre cher keynote ce matin, qui disait, premièrement, il faut que vous donniez de la visibilité à vos process. En fait, le système Kanban, la première des vertus qu'il va avoir, c'est qu'il va augmenter énormément votre visibilité. Donc si vous avez des problèmes de visibilité, tournez-vous vers ce genre de tableau, de tâches. Ça permet de donner une visibilité très rapide et très bonne. Si on se tourne un peu du côté de Wikipédia, Wikipédia nous explique que le Kanban, c'est un système de planification qui vous dit que produire, quand et combien. Alors, c'est un peu compliqué comme définition, on va y revenir. Ce dont vous avez besoin pour avoir un système de planification qui vous dit que produire, quand et combien, c'est en fait un tableau de blanc et quelques post-it. Et avec ça, vous êtes parti. Au final, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Oui, Superman, c'est un peu la mascotte de ma présentation, hein, vous voyez rouge, jaune, bleu, voilà. Au final, vous allez obtenir quelque chose qui pourra ressembler à ça. Donc ça, c'est un Kanban d'un collègue. C'est pas le mien directement. Il y en a des plus simples, il y en a des plus compliqués. Mais on part de ça. Et ça montre déjà des choses, ça montre déjà des problèmes de base. Donc je vais vous raconter encore une petite histoire. Moi, j'étais développeur à un moment et j'avais un chef de projet. Bon. Ça, c'est un contexte assez standard. Je pense que vous avez tous eu des développeurs ou tous eu des chefs de projet. Et le chef de projet me donnait des tâches à faire. Donc j'étais développeur, il me disait, tiens, fais ça. Donc je commençais à le faire. Et puis avant que j'ai fini de le faire complètement, parce que je tenais à finir complètement ma tâche, il me donnait une nouvelle tâche et il me disait, tiens, fais ça. Alors je disais, ok, et puis je faisais les deux à moitié. Et puis là, il y en a une troisième qui arrivait et qui me disait, tiens, fais ça. Et puis il y en avait une quatrième et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas de me donner des tâches comme ça alors que j'ai même pas le temps de finir les premières qu'il me donne? Et la réponse que j'ai eue, c'est un souci de visibilité. Il n'avait pas forcément de visibilité sur mon travail, sur ce que j'étais en train de faire. Il savait que je devais faire des tâches pour des temps donnés, mais il savait pas forcément ce que j'étais en train de réaliser réellement. Et donc du coup, j'ai fait exactement ça. Rien de plus, rien de moins. Un tableau avec des post-it et 3 colonnes. Une colonne à faire, une colonne en cours et une colonne fait. Et quand j'ai mis mes 3 ou 4 post-it dans la colonne à faire et que j'en ai mis qu'un seul dans la colonne en cours, d'un coup, quand il arrivait avec une nouvelle tâche, il me disait, tiens, il faut que je fasse ça. Et là, je lui disais, attends, tu m'as demandé tout ça, qu'est-ce qui est prioritaire pour toi, déjà, dans la première colonne? Et ensuite, là, je suis sur ça, est-ce que j'ai le temps de le finir avant de prendre ta demande? Parce que c'est quand même très important que je finisse ce que je suis en train de faire avant de prendre ta nouvelle demande.
En fait, ça a été très 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 utile. Il a demandé à tout le monde de le faire, un tableau avec marqué à faire en cours fait. Puis là, je lui ai dit, bah écoute, si tu veux que tout le monde le fasse, autant faire un seul tableau. Pourquoi on ferait chacun notre tableau? Et on a glissé doucement vers mon premier système Kanban. Pour les puristes, le Kanban, c'est un système complet avec pas mal de choses que je vais présenter aujourd'hui. On part d'un tableau de tâches et on arrive enfin à un système Kanban dans cette présentation. Parce que la grande question qu'on se pose tous, j'ai des slides qui manquent. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est comment on passe de ça à ça, en fait. Parce que là, c'est un système complet. Ma réponse, c'est 10 petits pas. 5 ici, 5 là, et 1 à la fois. Alors, je vois des gens qui prennent des notes. Je vais donner les slides. À la fin, ils sont déjà d'ailleurs sur SlideShare. Alors, le Kanban basique, j'en ai parlé beaucoup. En fait, vos tâches vont couler de gauche à droite. Et un des trucs assez intéressants, c'est que la tâche prochaine est définie. Immédiatement, quand j'ai terminé ce qu'il y a in progress, je sais que je peux prendre la première tâche des to-do après. Je n'ai pas à me poser de questions. Si les tâches des to-do sont bien priorisées, je sais comment ça fonctionne. Et chacun sait si je suis surmené. C'est l'exemple que je donnais en disant, voilà, j'ai 5 choses à faire. Je peux en faire qu'une à la fois. Tout le monde le voit. Visibilité. En fait, Kanban, ça va beaucoup plus loin. Et là, on va rentrer dans le dur du sujet. Vous me suivez? Premier pas. Premier pas, vous avez un tableau de tâches. Et ben, c'est plus un tableau de tâches. On va retirer les tâches purement techniques de ce tableau de tâches. Classiquement, ce que vous faites sur un projet, c'est que vous dites, voilà, il faut créer des écrans, il faut créer des trucs, et puis après, il faut faire des bases de données, et comme ça, j'aurai fini mon itération. Donc quand j'aurai créé tous les écrans, puis après tous les services, puis après toutes les bases de données, j'aurai fini mon itération. Ça, c'est ce que j'appelle organiser par tâche technique, en fait. Ce que je vous propose, c'est d'organiser par user story. Donc, l'agile parle de user story. J'ai entendu des personnes parler d'écran. Je préfère les user stories aux écrans, mais ça, c'est une conviction personnelle. Si on fait ça comme ça, on voit que le travail n'est plus découpé de la même manière. Déjà, c'est la même personne, a priori, qui va faire les écrans, les services et le lien à la base de données pour une story donnée. Et d'autre part, on voit qu'on peut facilement couper pendant l'itération. Et que si on n'a pas fini tout à fait la story 3, on peut quand même clore l'itération avec la story 2. Que dans le cas précédent, si on n'avait pas fini la base de données, on ne pouvait rien clore du tout. Et donc à partir du moment où vous aurez fait ce pas-là, de retirer vos tâches techniques et de mettre des user stories directement dans le Kanban, vous pourrez faire attention à ce que vos stories soient petites et priorisées. Ce sera un deuxième pas. Et votre process va s'affiner. Une bonne user story, elle suit les critères INVEST. Donc indépendantes, négociables, valorisées. Alors pas vraiment valorisées, mais qui ont de la valeur, qui ont une valeur métier qui est connue. Elles sont estimées en complexité, elles sont simples, elles sont testables. Et là, les points sur lesquels je fais un zoom, c'est valoriser. Donc vos stories sont par ordre, croissant, comme ça quand je vais passer une tâche, je sais immédiatement quelle est la suivante. Et elles sont également simples. Elles sont suffisamment simples pour une taille. Pour donner une taille, nous on faisait si la story met plus de 2 jours à être développée, c'est qu'elle était trop grosse. Donc on découpe quand même très finement. On taillait par rapport au développement parce que nous on était une équipe de développement et c'était le dev qui était central. Si vous faites une équipe de production par exemple, vous pourrez avoir des histoires de bugs ou ce genre de choses et un bug est trop gros s'il met plus de 2 jours à être corrigé. Ça peut être des choses comme ça, c'est à vous de voir où vous utilisez votre Kanban. Et j'y reviens. Le pas suivant, ça va être la definition of done. En fait, c'est une checklist pour ne rien oublier. Pour passer d'une colonne à l'autre, vous mettez une checklist. Donc nous, pour passer de to do à in progress, on a ajouté le fait que fitness, donc c'était nos tests fonctionnels, était ok. Le design était fait, même dans un coin de table. C'était juste, on avait réfléchi au design
et on n'avait pas d'attente, c'est-à-dire qu'on avait une grosse problématique d'intégration à d'autres équipes. Très souvent, on se retrouvait à devoir développer une tâche puis la mettre en pause parce qu'on était en attente d'une autre équipe. Donc on a décidé que on ne commencerait pas une tâche tant qu'il y avait d'autres choses en cours. En fait, c'est juste une checklist pour se rappeler des choses les plus importantes. Je ne vais pas marquer toutes les choses exhaustivement. Je vais marquer que les choses les plus importantes. Et sur les checklists, il y a un livre que je recommande toujours qui est le Checklist Manifesto, qui parle de checklists dans les hôpitaux et comment ça sauve des vies, et de checklists dans les avions et comment ça sauve des vies. Donc faites des checklists pour définir votre fini. C'est vraiment, ça permet de partager une vision, ça permet de donner de la visibilité et ça permet de s'assurer et de négocier ensuite, de pouvoir dire ok, là tu m'as mis la story à cet endroit-là, est-ce que vraiment tu as passé tous les tests fonctionnels et est-ce que vraiment tu as fait un test toi-même et est-ce que vraiment tu as fait une relecture croisée avec ton voisin. Ça, c'est des choses qui peuvent se dire si vous avez une bonne définition partagée du fini. Une fois que vous avez cette définition, on peut faire un pas de plus. Et le pas que je propose, c'est d'ajouter un bac rouge. Donc, ceux qui connaissent le Lean connaissent le bac rouge. Le bac rouge, c'est vous êtes sur une ligne de production, vous construisez des voitures et il y a un boulon qui arrive et le boulon, il est vrillé. L'intérieur est pas bien mis. Enfin, il est pas bon votre boulon. Et si ce boulon, il continue et il part jusqu'à la voiture va avoir un problème. Donc qu'est-ce que vous faites? Immédiatement, vous prenez le boulon, vous le sortez de la chaîne et vous le mettez dans un bac rouge. Et puis, régulièrement, dès que le bac rouge commence à être un peu rempli ou quand vous en avez envie, vous prenez toutes les pièces qu'il y a dans le bac rouge et vous vous dites ok, alors là il était vrillé, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et donc ça va alimenter votre rétrospective. L'image, quand on la reprend dans le contexte d'un projet, c'est simplement à côté de votre Kanban, vous mettez un grand papier et vous allez coller les post-it dedans qui reviennent en arrière. Si un post-it revient en arrière, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire que la definition of done n'a pas été respectée ou que la definition of done n'est pas suffisamment exhaustive, il vous manque des choses. Un exemple, on m'a mis à développer une story et puis on avait mis dans la definition of done vous envoyez un mail avec toutes les règles fonctionnelles qui correspondent à chaque story. On travaillait par mail à ce moment-là. On m'avait mis à développer une story qui ne satisfaisait pas ces critères. J'ai pu dire, on la met dans le bac rouge, pourquoi vous m'avez pas envoyé ce mail-là? Et on a tiré pas mal de choses sur les définitions qui n'étaient pas claires, et donc comme les définitions n'étaient pas claires, ils n'avaient pas pu envoyer le mail, mais ils voulaient que ce soit développé parce que c'était pressé, urgent. Ce à quoi on a pu répondre, oui, mais si vous ne connaissez pas les règles fonctionnelles, nous, on va vous développer n'importe quoi. Donc peut-être qu'on peut le séparer en deux, faire la partie urgente qui est définie, et la partie qui n'est pas urgente et qui n'est pas encore définie, on la fera plus tard. Voilà. Donc on a mis ça dans le bac rouge, et comme ça, à la rétrospective, on a pu y penser. Et on avait mis une limite à notre bac rouge, nous, on avait mis une limite à 6, en disant, si jamais il y a un 6e entrant dans le bac rouge, immédiatement, tout le monde lève les mains, et on s'attelle au bac rouge. Le résultat, c'est que, en fait, dès qu'il y avait un 5e, quelqu'un regardait le bac rouge et disait, ok, alors c'est laquelle qu'on peut résoudre le plus facilement parmi les 5, et on n'arrivait jamais à ce chiffre de 6. Une fois qu'on a ça, on fait un pas de plus. Et là, on commence à rentrer dans des systèmes très intéressants. On ajoute une colonne. Plus de colonnes. Plus de colonnes pour détailler votre process interne. Donc si par exemple, vous devez vous concentrer sur l'activité, vous pouvez ajouter une colonne. C'est le cas, par exemple, là où je vais faire du coaching en ce moment. Ils ont une grosse activité documentaire. Ils font beaucoup de documentation autour de leur code. Et pour le coup, un conseil que j'aurais envie de leur donner, c'est d'ajouter une colonne simplement de documentation. Comme ça permettrait de tracer combien de temps les choses restent dans la colonne documentation. Ça peut être un exemple. D'une manière générale, sur votre process interne, si vous voulez détailler les activités, vous pouvez ajouter des colonnes. Le 6e pas ressemble au 5e. Plus de colonnes. Ça vous rappelle quelque chose? La grande question que je veux vous poser, c'est maintenant vous commencez à disposer d'un super outil qui commence à donner de la visibilité. Et donc, question, est-ce que vous allez le garder pour vous, uniquement pour votre équipe? Ou est-ce que vous pouvez l'utiliser depuis le concept jusqu'à la rentabilité, en fait?
vous pouvez rajouter des colonnes sur le process en amont et sur le process en aval. Vous pouvez rajouter des colonnes sur la définition de la user story. À partir du moment où c'est une user story et c'est pas des tâches techniques, vous êtes capable de parler un langage transverse à toutes les unités depuis le besoin jusqu'à la mise en production. On a fait 6 pas, on en fait un 7e. Je vais parler de cumulative flow diagramme. Donc ça, c'est du reporting. Le reporting, comment ça fonctionne? En fait, ça donne quelque chose de comme ça. Au final, ça donne quelque chose comme ça. Bon, ça peut être un peu difficile à lire, etc. En fait, c'est très très simple à construire, c'est très simple à lire. Je vais vous expliquer. On a un Kanban qui ressemble à ça, avec plein de tâches dedans. Ok? Donc je devrais plus dire des tâches, je devrais dire des stories. Si on convertit ça en complexité, en fait, on a ça. On a 30, soit ça peut être 30 stories, soit ça peut être 30 de complexité, 14, 20, 17, 13. Ça peut être des jours hommes. Comme vous le sentez, comme vous voulez mesurer, ça c'est pas très grave. Et je vais vous demander un exercice très simple. Vous allez pencher la tête. Pencher, hop! Voilà, on obtient ça. Et donc si vous êtes là-dessus, vous avez compris comment ça se construit ça. En fait, vous prenez chaque semaine, là c'est en semaine, mais ça peut être chaque jour, vous prenez la complexité dans chaque colonne et vous la reportez pour construire une courbe comme ça. Cette courbe vous donne 2 indicateurs particulièrement intéressants, en plus d'expliquer où sont les goulets d'étranglement, c'est-à-dire où est-ce qu'on a des gros travaux en cours. Elle permet de voir aussi tout l'ensemble du process, sur l'ensemble du process, le temps de cycle. Donc là, on voit que en semaine que une nouvelle histoire qui était spécifiée en semaine 12 arrivait en production en semaine 26. Donc on peut se dire que si on rajoute une nouvelle histoire, on va mettre 26 moins 12, 14 semaines à la mettre en production. À peu près. Sauf si elle est prioritaire, etc. Mais dans l'idée, c'est ça. On voit par contre que, par exemple, en semaine 30, en semaine 30, 31, 32, on va dire, en semaine 32, quelque chose qui arrive en semaine 32 va en production en semaine 38. Donc, à la capacité actuelle, on met 6 semaines à mettre une idée en production. Et là, on commence à parler de planification, en fait. Là, je peux commencer à dire, OK, 6 semaines de développement pour votre fonctionnalité. Une autre mesure importante qui est très liée, en fait, c'est l'encours. Combien votre équipe est en train de faire? Parce qu'il y a une règle magique entre l'encours et le temps de cycle. Ah, je ne l'ai pas mise. Petit encours, petit temps de cycle. Elle est magique. Et j'en parle justement en parlant de limiter l'encours. Du coup, puisque petit temps de cours égale petit temps de cycle, on va chercher des petits temps de cycle et on va limiter l'encours. L'histoire est simple. Il faut limiter le nombre de tâches par colonne. En fait, si là on a si par exemple il y a 4 histoires dans la colonne fitness et qu'il y en a une 5e qui arrive, eh bien en fait ceux qui travaillent sur l'analyse, il ferait mieux de faire du fitness, ou bien d'aller travailler sur un autre projet parce que de toute façon l'équipe n'est pas capable d'absorber les 4 fitness. C'est le fitness qui est goulet d'étranglement, c'est lui qui pose problème, il faut plus de capacité à faire du fitness et ça sert à rien de pousser plus d'histoires avant fitness. Fitness étant à l'époque nos tests unitaires. Nos tests, fonctionnels. Une règle pour fixer le premier, en fait ça va être expérimental. Une règle pour fixer, c'est la taille de l'équipe divisée par 2 plus 1. C'est-à-dire que a priori, si vous avez 15 développeurs, vous pouvez mettre à 8 votre capacité parce que ça fait 15 divisé par 2 plus 1. Ça fait 7 plus 1, ça fait 8. En général, c'est une règle pour commencer. Et ensuite, bien sûr, c'est avec l'expérience que vous allez faire évoluer ces règles. En général, personne ne travaille sur une seule colonne. Là, les devs peuvent travailler sur fitness également. Et du coup, ces limitations, moi, c'est celles que j'ai vu marcher sur mes projets. L'histoire, c'est ça, en tant que développeur. Est-ce que là, vous allez développer? Ou est-ce que vous allez aider vos analystes? Là, très clairement, développer n'a pas beaucoup de valeur, en fait.
Voilà ma règle que je voulais tout à l'heure. Petit en cours, petit en cycle. Forcément, j'ai moins de travail en cours, donc si j'ai une nouvelle histoire qui arrive, le temps que je termine le travail en cours pour prendre la nouvelle histoire, c'est plus petit. On en arrive à un 9e pas, qui est de parler de plusieurs lignes. Plusieurs lignes différentes pour répartir le travail. La petite histoire que j'ai là-dessus, c'était une histoire de bugs, encore. On parle beaucoup de bugs pendant cette conférence. On gérait des anciennes versions et des nouvelles versions, avec la même équipe. Et on avait décidé qu'on mettrait un quart du temps à gérer les bugs, et 3/4 du temps à faire la nouvelle version. Mais en fait, dans les faits, comme c'était 2 personnes différentes qui géraient l'entrée entre les bugs et entre la nouvelle version, celle qui gérait les bugs avait une plus grande gueule que celle qui gérait les fonctionnalités. Et donc du coup, elle nous disait allez-y, faites ça, 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 et au final on passait tout nos temps sur les bugs. Alors qu'on avait dit un quart, la limite officielle. Donc on a mis en place différentes lignes, et des limitations par ligne. On a dit sur la première ligne, qui est la ligne des bugs, on met un quart de la limitation, on met 1 par exemple, et sur la ligne de développement, on met 3. Comme ça, on a une capacité de 3 sur le développement et de 1 sur les bugs. Les différentes lignes vous permettent de gérer différentes entrées. Si vous avez plusieurs utilisateurs qui vous parlent, ils peuvent chacun se mettre dans une ligne. Enfin, je vous propose de faire un dernier pas. Je vous propose de faire un dernier pas qui est la ligne en or. Donc, je vous laisse imaginer la scène. Vous êtes dans un avion et la serveuse est en train de vous servir à manger. Tout simplement. Et il se passe ça. Il se passe ça. Et là, le capitaine dit « Oh, les serveuses sur le pont, j'ai besoin de vous, vous êtes les hôtesses de l'air, j'ai besoin de vous, il faut que vous donniez les consignes aux passagers, etc. etc. » Et la serveuse, elle répond, enfin l'hôtesse répond « Bah non, je suis en train de donner à manger, je termine ma tâche avant de passer à une tâche suivante. » Ouais, mais ça, c'est pas acceptable. C'est l'histoire du bug en production, hein. Le bug en production qui pose problème, qui arrive. Si vous gérez des productions, il y a forcément un moment un bug qui est super prioritaire. Faut tout lâcher et faut faire le bug tout de suite. Et ce que je propose, c'est de le rendre visible, hein. C'est de mettre une ligne en or, sur laquelle vous passerez vos bugs. Un petit récap. Aucune tâche technique pour parler un langage commun et pouvoir donner de la visibilité à tout le monde. Des tâches petites et priorisées. 2 jours de dev, pour moi, c'est le maximum. Une définition claire du fini-fini. C'est fini ou c'est fini ce que tu es en train de faire? Le bac rouge, où on met les stories qui remontent notamment, et où on peut mettre des stories qui ont des problèmes. Ajouter des colonnes pour détailler vos process internes. Ajouter encore des colonnes pour permettre de détailler des process externes à votre équipe, qui deviendront en fait l'équipe au sens large. Ajouter un cumulatif flow diagramme, donc un diagramme de flux cumulé pour pouvoir tracer pas mal de choses. Limiter l'encours. Et en fait, quand on limite l'encours, là, dans la littérature, un Kanban, c'est un système avec un encours limité. Donc là, vous passez du tableau de tâches au Kanban. Ajouter des lignes si vous avez plusieurs entrées. Et vous pouvez ajouter une ligne en or pour gérer des choses un peu plus urgentes. Et j'insiste sur le 1 à la fois, que j'ai dit au départ. C'est-à-dire que si vous mettez tout ça en place d'un coup dans votre équipe, vous allez avoir un rejet parce que les gens ne sauront pas exactement qu'est-ce qui sert à quoi. Mettez des améliorations continues au fur et à mesure, et quand une amélioration est acquise, passez à la suivante. Donc pour revenir sur le Kanban de mon collègue, donc aucune tâche technique, comme vous le voyez marqué, c'est que des tâches fonctionnelles qui sont écrites. Elles sont petites et priorisées. Alors c'est pareil, c'est pas très lisible, mais effectivement c'est des stories qui sont plutôt petites. Ils ont une définition du fini-fini. Elle est tout en haut, c'est les post-it qui sont écrits. Et en fait, on peut lire des choses comme le code a été relu, il a été commité et les tests fonctionnels sont OK, ou les tests manuels sont OK. Donc ça c'est la définition du fini-fini. Il y a un bac rouge qui est caché à droite
qui est caché. Il y avait un tableau sur la droite, il n'est pas directement sur la photo. Il y a des colonnes internes. On voit que sur les colonnes, il y a marqué en cours, fait, terminé, livré, qualifié, en cours de qualif et qualifié. Donc tout ça, c'est plein de colonnes du process interne qu'ils ont séparées par des definition of done en fait. Il y a encore de plus de colonnes. Donc dans son dos, il y a les colonnes qui correspondent au fonctionnel. Il va jusqu'à la qualification, ils vont pas jusqu'à la production, mais ils pourraient. Cumulative flow diagramme, ils l'ont pas fait et il n'est pas dessus de toute façon. Limiter l'encours, on voit qu'il y a des limitations d'encours et on voit que justement il n'a pas limité il a un gros stock de story juste à son niveau et donc du coup on pourrait pour une prochaine amélioration ce serait peut-être de limiter l'encours à ce niveau là aussi parce que là les fonctionnels sont en train de pousser énormément de story que de toute façon l'équipe n'a pas le temps d'absorber. Ils n'ont pas utilisé plusieurs lignes, par contre ils ont une ligne en or tout en haut pour un bug en production qui puisse passer directement. Merci beaucoup à vous d'être là. Merci à ceux qui ont relu ma session. Si vous voulez mon Twitter, il est ici. Merci à mon entreprise qui me permet d'être là. Et bien, merci aux sponsors d'Agile Tour qui me permettent d'être là aussi. Et voilà, merci à vous. Il nous reste un petit peu de temps. Si vous avez des questions, et notamment des questions sur comment mettre en place certains de ces pas, ou sur d'autres pas que vous auriez en tête, je suis très intéressé de les écouter. Bonjour, je voulais savoir s'il y avait des outils informatiques qui permettent de faire des kanbans partagés ou des trucs comme ça. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, oui, ça existe. Il y en a de plusieurs sortes et il y en a des très simples et des très compliqués. Je recommande vraiment le papier en premier parce que c'est le plus facile à déplacer et à modifier. Dès que vous allez informatiser la chose, ça va être un peu plus compliqué de changer la definition of done, de rajouter des choses. Il va y avoir des personnes qui auront la responsabilité du système, etc. Ça va devenir un peu plus compliqué. Donc, ma reco, c'est commencer par le papier et après penser à l'informatique. L'informatique, il y a pas mal de choses en ligne. Vous allez trouver des systèmes comme Kanbanery ou comme Scrummy.org qui sont exactement la représentation que j'ai mise, mais en ligne avec vous cliquez, vous glissez les tâches pour pouvoir passer les tâches de l'un à l'autre. Et pour aller plus loin, ils vendent même des systèmes. Alors ça, faut se rapprocher plus des acteurs industriels, mais ils vendent des systèmes de projecteurs où en fait, quand vous décalez un post-it, c'est synchronisé automatiquement avec l'outil informatisé et du coup, ça peut être partagé et ça peut être ce genre de choses. Ça répond à la question ? Je voulais savoir, dans l'organisation, qui s'occupait de découper les tâches? C'est l'équipe, hein, la méthodologie c'était Scrum ou c'était vraiment c'est les chefs de projet qui découpent les tâches? Et comment vous arrivez à faire des petites tâches de moins de 2 jours surtout? Quand il y a des écrans très complexes à développer. Alors, qui découpe les tâches et comment la répartition est faite ensuite? C'est bien ça la question? Nous, on découpait en fait, c'était au niveau des fonctionnels. C'est les fonctionnels qui découpaient les tâches. On était sur un process qui ressemblait à Scrum, hein, mais qui était plus basé sur le Kanban que sur le Scrum. Kanban, ça peut être une méthodologie en elle-même, hein, entière. Le product owner, donc, ou son équipe découpaient les tâches, les présentaient soit une par une, soit à une réunion de planification en fait. Et à ce moment-là, si une story était estimée trop grosse par les développeurs, elle était redécoupée. Et donc c'est pour ça que les écrans, j'aime pas trop, parce qu'un écran, il est entier et il n'est pas vraiment découpable. Ce qui est découpable, c'est une user story avec un besoin fonctionnel, en tant que je veux pour. Et ça, par contre, généralement, dans un écran, il y a plusieurs user stories. Et il y en a une qui peut être de lister des ressources et une deuxième qui peut être d'enregistrer une commande, par exemple. Ça, ce sera 2 user stories différentes qui sont bien indépendantes parce que je pourrais faire ma commande sans lister les ressources. Ce serait un peu compliqué, mais c'est possible. Et inversement, je peux lister les ressources sans prendre ma commande. Et donc là, on arrive à découper.
Et enfin, pour l'attribution des tâches, en fait, on met les tâches directement sur le Kanban prioritaire en haut. Et donc, quand quelqu'un a fini une tâche, il regarde le tableau, il dit qu'est-ce que je suis capable de faire, et les priorités, je sais que c'est ça. Donc, si la première, je suis pas capable de la faire parce que c'est quelqu'un d'autre qui s'est occupé de tout ça et moi j'en sais rien, bah peut-être que je vais prendre la deuxième. Mais chacun est responsable et on parle de responsabilisation et c'est ce qu'on a vu aussi dans la keynote ce matin. Est-ce que ça répond à la question ? Je voudrais savoir si il y a un intérêt à garder l'historique de ce qui se passe sur le tableau au fil des jours ou des semaines. Alors, je vais juste demander une petite précision à garder l'historique, c'est-à-dire. Alors oui, il y a quand on fait avancer les tâches, garder un historique, comment on garde l'historique sur ce genre de choses. Alors il y a plusieurs manières, il y a plusieurs choses qu'on peut vouloir mesurer. Déjà on a le CFD, on a le Cumulative Fluid Diagram qui permet de donner une première mesure grosse maille. Ensuite, moi j'ai deux améliorations que je fais. Après, ça dépend vraiment de ce que vous voulez mesurer et pourquoi vous voulez le mesurer. Mais il y a deux améliorations que je peux faire qui sont soit l'une soit l'autre. En fait, je mets des petits bâtons sur les user stories. Donc au choix, soit les jours qu'elles passent dans les colonnes. Donc par exemple j'ai 3 colonnes, j'ai 3 couleurs différentes. Et chaque jour, chaque matin on fait un stand-up ou chaque midi on fait un stand-up. On met une barre pour chaque user story qui est dans chaque colonne. Et comme ça, on trace le temps que passe chaque user story dans chaque colonne. Ou bien, la deuxième méthode que je préfère encore, pendant le stand-up, si quelqu'un dit « hier j'ai travaillé sur », il met une barre. Et comme ça, ça permet de voir les user stories sur lesquels beaucoup de gens sont passés ou qui ont mobilisé beaucoup de personnes ou beaucoup de temps à l'équipe. Et ça, on l'utilise en rétrospective en fait. On l'archive pas, on l'utilise vraiment en rétrospective au bout d'une semaine ou de 2 semaines. On se dit « Ok, revenons sur le passé. Là, je peux voir que celle-là, il y a beaucoup de monde qui a travaillé dessus. Et là, je peux voir que celle-là, il n'y a qu'une seule personne qui a travaillé dessus. Donc, c'est 2 problèmes. Et je peux travailler sur ce sujet. Avec l'autre système, je peux surtout dire, alors là, toutes nos user stories passent vraiment beaucoup de temps dans la colonne documentation. Donc, peut-être que j'ai un travail à faire sur ma documentation. Voilà, c'est 2 systèmes pour tracer. Pour moi qui ne doivent être mis en place que si on a envie de tracer et si on a envie de plus de visibilité à ce niveau-là. Il y a déjà beaucoup de choses à faire avant, en fonction du contexte. Plus d'autres questions ? Alors, je vous remercie encore. Je vais me tenir à votre disposition. Moi, toute la journée, je traînerai dans la conférence. Si vous avez des questions et si vous avez, notamment si vous avez envie de vous y mettre et que vous ne savez pas par où commencer ou que vous cherchez des conseils sur comment s'y mettre et comment très pragmatique, je serai là pour en discuter. Voilà, merci à vous. Et si vous pouvez utiliser les feuilles blanches que j'ai fait passer pour écrire ce que vous avez aimé et ce que vous amélioreriez dans ma session, j'y suis très très intéressé.